je rejoins totalement le point de Nico pour le coup. Euh, avec voilà, avec cet avis. Ok, écoutez, très bien. On va passer du coup à la suite. Donc, vous n'avez pas commencé évidemment à en parler du match de l'équipe de France, de David avec Deschamps, Nico avec Olysée. Mina, je trouve que, est-ce qu'on s'enflamme déjà un peu trop? C'est pas une question d'enflamme, mais on parle peut-être trop déjà du match retour par rapport au match aller. On n'a pas eu le temps, nous, du coup, de revenir sur le match aller, mais voilà. Honnêtement, j'ai envie de revenir avec vous un peu sur les deux. Et donc, j'ai envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous retenez le plus, entre guillemets? Est-ce que du coup, c'est les difficultés du match aller ou du coup le courage du match retour? J'ai juste envie d'un oui ou d'un non pour l'instant. Et après, on pourra comment dire, le dérouler. Greg, enfin, oui ou non, une réponse ou l'autre. Greg, tu retiens plus quoi? Bah, moi, je retiens, et c'est un message pour Monsieur Didier Deschamps, je retiens qu'en fait, bah, c'est très simple, c'est que si il change pas son plan de jeu, c'est-à-dire qu'il nous appelle pas des joueurs plus créatifs, et bah, sincèrement, on va droit dans le mur. Parce que hier, sincèrement, c'est un exploit d'Olysée. Non, mais c'est vrai, sur coup franc. Parce que s'il n'y a pas coup franc, il y a jamais, on marque jamais. Et puis après, bah, c'est Olysée qui fait la passe d'ess. Et on voit qu'en fait, cette équipe est, moi, je trouve hyper déséquilibrée parce que tu vois la compo du match retour. En fait, tu n'as pas de milieu. Enfin, les milieux, en fait, ils sont trop défensifs. En fait, tu as l'attaque et le milieu. Tu n'as pas de milieu. L'attaque et la défense. Et en fait, là, c'est passé parce que voilà, la Croatie, bon, ils ont fait quelques erreurs. Et puis, bah, Olysée, on a dit, est sorti de sa boîte. Mais déjà, on va voir contre l'Espagne en juin prochain. Mais moi, je retiens que si, entre guillemets, il y a pas de. Tu n'appelles pas des joueurs créatifs, des joueurs de ballon capables de faire des passes, des choses comme ça et de Mhm. casser des lignes, et ben, ce sera très compliqué. Et pareil pour la Coupe du Monde, qui sera logiquement la dernière de Deschamps, ce sera encore plus difficile. Voilà, je trouve que c'est un bon podcast si Deschamps n'a pas compris au bout d'un moment que. Et puis même, on a bien vu que hier, les joueurs se sont, comme a dit Nico, se sont un peu plus bougés, ont plus donné, et on a vu que ça amenait le public. Voilà, on voit bien que quand il y a du jeu, quand il y a un peu de suspense, quand voilà, on tente des choses, alors tout n'était pas parfait, mais le public est derrière, les Français sont derrière toi. Voilà, donc moi, j'ai envie de lui dire, bah, regarde maintenant, tu vois bien que ce qui fait kiffer les gens et qui fait kiffer lui aussi, qui nous disent pas le contraire. Je pense qu'il préfère gagner un match comme ça qu'un match 5-0 où voilà, il n'y a pas Côte Gibraltar ou 12-0, peu importe. Mais voilà, moi, je retiens surtout que, au-delà du caractère de cette équipe, je retiens que voilà, il faut amener des joueurs plus créatifs et capables de, voilà, de jouer, d'avoir du ballon, tout simplement. Ok. Du coup, même question pour toi, David. J'attends une réponse un peu différente dans le sens où c'est plus, est-ce que tu es inquiet par rapport à ce que tu as vu? En gros, tu es plus inquiet par rapport à ce que tu as vu sur le premier match, notamment niveau milieu de terrain où c'était, bon, Greg l'a dit, mais c'était très compliqué de tenir face à un Modric qui a 40 ans. Bref, c'est Modric qui a fait la chanson à tout le milieu français, et ça, c'était assez étonnant. Ou est-ce que du coup, tu retiens le courage du match retour et encore une fois, oui, c'est très bon, Olysée replacé un peu dans une heure de jeu. Bon, moi, je vais résumer, je vais résumer ça sur l'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que dans un match de ce niveau-là, même face à des joueurs de 40 ans, hein, mais des joueurs de talent, à un niveau très international, un niveau très élevé, si tu mets pas les ingrédients, bah, le résultat, il est garanti d'avance et tu le sais, mais il a fallu qu'il l'expérimente une fois de plus au match aller pour s'en rendre compte. En fait, quand tu mets pas les ingrédients, tu perds ce genre de match, c'est une certitude absolue. Et au match retour, bah, ils se sont juste remobilisés, ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, c'était pas un match facile, hein, même au match retour. Et l'un des points où je suis d'accord avec Greg, c'est sur la qualité offensive, parce qu'il y a quand même eu très, très, très peu de tirs cadrés pendant tout le match aller et pendant la première mi-temps du match retour. Et quand tu cadres pas, tu peux pas marquer. Ça, c'est aussi bête que ça. Et donc, le réalisme offensif, donc, qui est pas que de la créativité, qui est aussi juste voilà, de frapper en première intention et puis de cadrer. Ça, c'est un point qui peut nous inquiéter sur le moyen long terme pour l'équipe de France, parce que le talent individuel, il est là, l'effectif, on l'a, l'état d'esprit, il faut se mettre dedans pour l'avoir, et on l'a pas à chaque match, mais à la rigueur, on sait comment faire pour s'y mettre mentalement. Mhm.
Maintenant, effectivement, il faut en passer par un exploit individuel sur un coup de pied arrêté pour débloquer cette situation-là. C'était vraiment pas un match facile, ni à l'aller ni au retour. Et bon, ils ont réussi à le faire. Bravo aussi, on n'a pas parlé du tout pour l'instant, mais à Mike Maignan, hein, qui Oui. a une stat complètement folle sur les pénaltys. Et on passe par le talent individuel de Olysée, de Mike Maignan sur le match d'hier, quoi. Voilà. Justement, c'est la question que j'allais poser à Nico, parce qu'encore une fois, c'est vrai que du coup, on n'a pas trop parlé du match aller, mais en fait, c'est symptomatique quand même de cette équipe de France depuis un moment, finalement, ce match aller en Croatie. Mais encore une fois, pas trop inquiet sur le fait que voilà, la France se repose un poil trop sur les performances individuelles, notamment du coup hier de Olysée et Maignan, plutôt que sur la force collective. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense surtout qu'hier, bien sûr qu'on a vu des individualités, mais au service du collectif. Hier, j'ai vu quelques circuits, quelques circulations de balles qui m'ont rassuré parce que il y avait plus d'envie, il y avait plus d'envie de jouer ensemble, il y avait plus de motivation. Et je me demande, moi, si cette motivation, elle vient pas du fait, pour rebondir à ce qui a été dit avant, sur le fait que les joueurs hier ont pris plus de plaisir à jouer ensemble parce qu'ils attaquaient. Et le problème de Didier Deschamps, moi, si on veut reparler du match aller, c'est en gros, il se repose sur les mêmes préceptes de 2018 avec lesquels on a été champion du monde, c'est-à-dire, en gros, je bétonne et je compte sur un exploit individuel d'Mbappé ou de Giroud ou de Griezmann. Déjà, on n'a plus ces deux-là, même si on a de nouveaux joueurs. Et le problème aussi, c'est que le football, il a évolué depuis. Et qu'aujourd'hui, si Deschamps ne fait pas évoluer son état d'esprit à ce niveau-là, ça va être très compliqué. Et moi, je pense ce qui a été bien hier, c'est qu'il y a eu une réaction, non seulement une réaction d'orgueil, mais il y a aussi une réaction collective. Et j'ai un petit peu l'impression que hier, les joueurs avaient travaillé tactiquement et collectivement, chose que je n'avais pas vu en Croatie. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression en Croatie qu'il y avait un assemblage d'individualités, mais qui n'avaient pas envie de jouer ensemble, ou en tout cas qui n'avaient pas les outils pour amener une réponse collective à la Croatie. Et on voyait Mbappé qui était tout seul, Dembélé tout seul, etc. Et j'ai trouvé hier qu'il y avait une vraie réponse collective. C'est ça que je trouve encourageant. Maintenant, ce que je trouverais encore plus encourageant et qui m'inquiète un peu pour le moment, c'est qu'on sait que Deschamps est ultra pragmatique, il est ultra rigoureux. Lui, il est plus focalisé sur la rigueur que sur le beau jeu. Et qu'aujourd'hui, j'ai peur qu'en se disant oui, je vais affronter l'Espagne, je vais bétonner, au lieu finalement de se dire tiens, les Pays-Bas ont joué, pourquoi moi je ne ferais pas la même chose? Ok. J'en reviens du coup à Greg, parce que tu as parlé tout à l'heure de cette qualité, cette qualité de créativité, surtout de Michael Olysée. Est-ce que ça y est, c'est entre guillemets officiel, Michael Olysée doit être titulaire dans cette équipe de France? En tout cas, pour moi, c'est pas le joueur le plus créatif qu'on ait, comme j'ai dit avec Liu, Cherki, tout ça. Non, mais le plus créatif dans la dernière liste de Deschamps, moi je me base là-dessus. Après, oui, je pense que maintenant, il a quand même mérité sa place de titulaire pour au moins pour les prochains matchs s'il ne se blesse pas, bien évidemment. Mais il a mérité sa place de titulaire pour le match face à l'Espagne. Oui, clairement, oui. Mais après, on va voir aussi, parce que, comme a dit Nico, là, c'est tout pareil. La Croatie, hier, ils sont venus pour défendre. Ça se voyait. Ils ont un Modric qui est très fort, mais Modric, on voit qu'au bout d'un moment, il a 40 ans. Il a dû faire 2 matchs à plus de 90 minutes. Et même Kovacic, Perisic, c'est pareil. Donc, on va voir aussi comment la prochaine liste de Deschamps, ça va être intéressant. Parce que s'il prend la même liste et il met une équipe, entre guillemets, similaire, pour moi, alors peut-être que je souhaite avoir tort, mais pour moi, on a perdu d'avance parce que l'Espagne a bien plus de qualité. Ils ne vont pas du tout faire pareil. Les ailiers qu'il y a, Lamine Yamal, Nico Williams, c'est le jour et la nuit. Donc maintenant, c'est à Deschamps de comprendre. Et ça serait bien qu'il comprenne pour sa fin de mandat, entre guillemets, que les gens ont envie d'avoir une équipe un peu plus sympa à voir jouer. Et en plus, surtout que tu les as, les joueurs.
tu n'aurais pas les joueurs. Il y a des équipes où tu n'as pas les joueurs, par exemple. Donc tu dis, bon, bah voilà, on va bétonner, on n'a pas le choix. Mais là, tu as les joueurs pour. Et puis tu as des joueurs, comme a dit Nico, qui ont pris plus de plaisir. Ça se voyait, le public également. Donc voilà. Mais Olysée, oui, pour moi, oui, je pense qu'il a mérité sa place de titulaire, très clairement. Très bien. Alors, juste petite, pareil, encore une fois, une petite stat. Michael Olise, c'est le premier joueur à inscrire un coup franc depuis. Enfin, inscrire un coup franc avec l'équipe de France dans un match officiel depuis Jérôme Bretagne en 2007. Donc, ça remonte. Ça remonte. Moi, j'avais vu Paul Pogba 2018. C'est dans Alors, les. il y a peut-être une différence dans la nuance, mais à la Coupe du Monde, j'avais vu. Ils en ont parlé hier sur TF1. Ok, bon, bah alors peut-être que j'ai pas la stat exacte. Bon, bah tant pis, elle tombe. Dans tous les cas, on n'a pas marqué beaucoup ces derniers temps. Voilà, c'est ça. Bon, bref, il n'y a pas de souci. Du coup, bon, bref, Greg l'a dit tout à l'heure, retrouvailles avec l'Espagne en juin pour le Final Four de cette Ligue des Nations. Dans l'autre match, du coup, c'est l'Allemagne contre le Portugal. Ok, comment est-ce que vous voulez réagir à comment on voit la suite? Est-ce que c'est dans trop longtemps? Parce que c'est la vérité, est-ce que c'est dans trop longtemps? Mais c'est quoi les enseignements en tout cas que Deschamps il peut tirer pour la suite? Est-ce qu'on reste sur cette notion de plus de créativité? Est-ce que plus de plaisir aux joueurs? David, j'ai envie de demander à toi parce que c'est vrai que s'il y en a bien un de nous quatre qui défend très très souvent Didier Deschamps, c'est toi. Donc j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Non, moi, je suis OK avec la stratégie évoquée par Greg d'un jeu beaucoup plus offensif avec des joueurs beaucoup plus offensifs et un jeu beaucoup plus collectif en attaque. Ça, je suis complètement OK avec ça. Donc, ça passe peut-être par la sélection d'autres joueurs. Moi, je suis fervent partisan de tester Ryan Cherki en équipe de France A, clairement, par exemple. Mais ceci étant dit, je pense que ce qu'on a été champion du monde en 2018, c'est aussi un très très fort milieu de terrain, très athlétique. Et je trouve que ça, c'est quelque chose sur lequel on a baissé globalement par rapport à d'autres nations étrangères. Et c'est vrai que peut-être que ce serait bien de retrouver la meilleure. Autant en défense centrale, là, il a vraiment trouvé une formule qui fonctionne avec Saliba comme pivot de la défense centrale et soit Konaté, soit Upamecano. Là, sur ces deux matchs, ça a été Upamecano. Mais ça marche, on prend plus beaucoup de buts dans l'axe. Les latéraux, bon, il est fait tourner, mais on a trouvé des bons latéraux aussi. Au milieu de terrain, on n'a pas encore trouvé la formule indiscutable de milieu défensif solide qui participent aussi au jeu offensif. Et donc, dans cet équilibre global qui était vraiment la grande force de Deschamps et le ciment de ses victoires précédentes, je trouve qu'on a un peu baissé. Et on s'est vraiment bouffé au milieu de terrain au match aller, avec le milieu Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi. Là, on s'est vraiment fait bouffer, quoi. Donc retrouver aussi un peu plus de force défensive au milieu de terrain me semble pas incompatible avec le reste. Ok, pour la prochaine liste, là comme ça, dernière question par rapport à ça. Nico, pour la prochaine liste, qu'est-ce que tu as envie de voir? La saison est encore longue, il y a encore une belle partie jusqu'en juin justement avec ce Final Four. Donc évidemment, tout n'est pas gravé dans le marbre, que ce soit un joueur qui explose complètement ou en tout cas ou au contraire des joueurs qui se blessent, c'est possible malheureusement, mais qu'est-ce que tu as envie de voir pour la prochaine fois? Quel joueur t'aimerais tester? On a beaucoup parlé de Ryan Cherki. Est-ce que un 9, et du coup là, est-ce que tu as un profil à nous donner? Est-ce qu'il y a un autre joueur milieu de terrain que tu aimerais tester? Dis-moi. Moi, par exemple, j'avais parlé récemment du fait que quelqu'un comme Tolisso pouvait apporter quelque chose. David parlait de 2018. Tolisso faisait partie de cette équipe et je pense que c'est quelqu'un en plus qui, de par son expérience, en plus, il a encore quand même beaucoup d'énergie. Il a que 30 ans, donc c'est un milieu qui peut encore nous apporter et qui peut en plus jouer meneur de jeu, comme on l'a vu, Fonseca le met souvent meneur de jeu avec Lyon. Quelqu'un comme Tolisso, pourquoi pas, pour apporter. Après, oui, bien sûr, Ryan Cherki. Mais alors, Ryan Cherki, j'ai mis un bémol parce que
c'est quelqu'un qui doit encore confirmer au haut niveau, enchaîner les performances. De la même manière que Akliouche, alors ce sont des super joueurs, ça c'est incontestable. Par contre, à la différence de Michael Olise qui joue au Bayern Munich, ce sont des joueurs qui jouent à Lyon, à Monaco, donc de très bons clubs français, mais c'est pas non plus le plus haut niveau européen. Donc faut voir, on sait que le niveau international, il y a un niveau quand même, il y a une étape supérieure à franchir. Après, moi, oui, avoir des joueurs un petit peu plus techniques, créatifs, je pense que ça ferait pas de mal à cette équipe. Et je pense que c'est pas incompatible d'avoir à la fois un bon équilibre défensif combiné à une bonne animation offensive. Et moi, pour moi, à mon avis, le meilleur système qui puisse aller dans cette équipe de France, c'est le 4-2-3-1. Parce que justement, on a deux défensifs, un double pivot qui peut justement apporter cette stabilité à notre défense et permettre avec deux ailiers et un meneur de jeu d'avoir cette créativité. Et pour répondre à la question, Ruben, du numéro 9, je vois personne actuellement, à part Kylian Mbappé, qui puisse remplir ce rôle. Ou bien, éventuellement, moi, je donnerais sa chance à Hugo Ekitike, qui est très en forme et qui, pour moi, est peut-être le meilleur avant-centre qui existe, le meilleur pur numéro 9 qui existe en ce moment, et qui soit éligible pour l'équipe de France. Puisque Matistel, on ne le voit pas encore assez avec Tottenham. Et pour moi, le seul numéro 9 qui existe, qui soit de qualité aujourd'hui, c'est Hugo Ekitike, parce que c'est voilà. C'était par rapport à ces noms-là de numéro 9. Ouais, forcément, Ekitike, j'avais pensé comme toi et j'avais pensé sinon à Jean-Philippe Mateta, du coup, qui était blessé. Après, voilà, ça reste Crystal Palace, ça reste une équipe qui joue plutôt la relégation en première ligue. Donc voilà, peut-être pas. Alors que Ekitike joue des matchs de Coupe d'Europe avec Francfort, il a joué au Paris Saint-Germain, il a eu un échec qui apparemment lui a quand même beaucoup servi parce qu'aujourd'hui, ses performances actuelles parlent pour lui et elles montrent quand même que mentalement, il a su quand même rebondir après son échec cuisant au PSG. Et après, à un degré moindre, j'allais vous dire quel est le profil d'un joueur qui éventuellement pourrait rendre des services. J'allais parler de Ludovic Ajorc, mais est-ce qu'il a le niveau pour l'équipe de France? Ça, j'en suis moins sûr. Plus compliqué, oui. Mais pourquoi pas en tant que remplaçant? On sait que Didier Deschamps aime ce genre de joueur. On peut aussi s'étonner que Ousmane Dembélé n'ait pas été testé en neuf, le rôle qu'il joue désormais au PSG, parce que là, il y avait l'occasion de le faire sur un match aller-retour, de le tester au moins un quart d'heure ou 20 minutes. Non, on s'est demandé la semaine dernière. Parce que ça aurait été intéressant de voir Mbappé à gauche. Après, moi, j'ai un petit bémol. C'est vrai que la semaine dernière, moi, j'étais plutôt de cet avis-là. Et je me rappelle, on avait fait nos compos, on s'était dit, on met cette équipe-là avec Dembélé numéro 9 et non meneur de jeu. Ouais. Là où j'ai mis un bémol, c'est le fait que Dembélé, il est numéro 9 dans un système très particulier au Paris Saint-Germain. Ouais, voilà, on a des joueurs hybrides et il a Vitinha et João Neves qui ne sont pas du tout les mêmes types profils de joueurs. Non, bien sûr, mais là, du coup, on s'est retrouvé avec Mbappé en 9, alors qu'il déteste ce job-là, on le sait, et qu'il a fait ça pendant les deux matchs, et qui s'est fait violence. Bon, il n'a pas fait un mauvais match au match retour, il a failli marquer plusieurs fois. Bon, oui, il a plusieurs occasions. Il est tombé face à un gardien croate qui marchait un peu sur l'eau. Mais bon, c'est pas son poste de prédilection. Et j'aurais bien aimé tester un peu Mbappé à gauche et Dembélé plein axe, parce que là, voir une attaque à deux entre les deux, tu vois, parce que je pense que ce sont deux joueurs qui s'entendent très bien et qui étaient un peu trop loin l'un de l'autre dans le jeu, parce que du coup Dembélé était soit à droite, soit carrément au milieu de terrain, et pas dans la zone de vérité assez souvent. Moi, j'ai des doutes parce que je trouve que en fait, c'est peut-être des problèmes de riches, hein, mais je trouve qu'en fait, Mbappé et Dembélé, alors ils s'entendent peut-être très bien comme ça, mais je trouve qu'en fait, ils sont pas dans une équipe, ils sont pas compatibles. En fait, je trouve qu'ils se marchent dessus et tu les vois. Bah, il n'y a aucun match référence où ils ont joué tous les deux ensemble en équipe de France où ils ont été bons en même temps. Je trouve qu'en fait, ils se marchent un peu dessus et pas parce que voilà, mais parce qu'ils veulent peut-être un peu. Voilà, ils ont des jeux de percussion, des choses comme ça, et je trouve que c'est un peu plus. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, parce que il y en a un qui est capitaine,
Voilà, il y en a un autre qui est en feu avec le PSG et que limite certains voient Ballon d'Or. Donc c'est un peu compliqué d'en sortir un, mais je trouve que, je sais pas, ils ont du mal à être compatibles entre guillemets, quoi. Voilà, les deux veulent le Moi, je ballon, dirais c'est l'inverse de toi. normal et voilà. Je dirais l'inverse de toi. Je dirais qu'on les a jamais trop vus jouer ensemble finalement. Sur le terrain, Ouais, ils mais sont pas, est-ce sont que pas si on les a pas vus jouer ensemble, c'est que parce qu'ils ont été alignés plusieurs fois ensemble sur le terrain, c'est peut-être qu'en fait on n'est il y en pas a peut-être un de proches. trop, quoi, c'est tout. En fait, Dembélé, il est soit utilisé vraiment à lécher la ligne sur un côté, soit en milieu de terrain, mais jamais à la pointe de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Et du coup, on n'a pas de situation où on les voit se faire des 1-2, par exemple. Ça n'arrive absolument jamais. On voit faire des 1-2 entre Mbappé et Barcola, par exemple, mais on voit Et jamais de Olise. 1-2 entre Mbappé et Dembélé. C'est dommage, parce que techniquement, c'est les Après, ouais, meilleurs. je sais pas si. Mais ça pourrait être intéressant. Mais moi, je trouve que, je sais pas, ils veulent, et c'est pas méchant, hein, mais c'est deux stars et ils veulent trop tirer la couverture à eux. Et je sais pas si c'est compatible. C'est comme un Messi-Ronaldo dans une équipe, par exemple. Hein. Pour moi, ça pourrait pas marcher parce que voilà, ils veulent trop tirer la couverture à eux. Et voilà. Et je trouve que leurs jeux, en fait, sont pas compatibles, quoi. Barcola est vraiment prêt à se mettre au service du. Même s'il fait des erreurs, il a des déchets. Mais il est vraiment prêt à se mettre au service, par exemple, d'Mbappé ou Dembélé, même au PSG. Je ne suis pas sûr qu'Mbappé, bon, déjà, c'est sûr qu'il ne serait pas prêt à se mettre au service de Dembélé, vu son caractère. Et je ne suis pas sûr non plus que Dembélé serait vraiment prêt à se mettre à son service, quoi. Enfin, Mais je sais pas, je trouve est-ce que tu trouves pas que ce que tu évoques, c'est plutôt en fait Barcola et Mbappé qui se marchent complètement sur les plates-bandes. Ils ont tout à fait le même style, ils partent du côté gauche tous les deux. Et il y a pas c'est difficile de les faire cohabiter, pour le coup, Barcola et Ouais, Mbappé. mais après, Barcola n'est pas un titulaire indiscutable, quoi. C'est pas le mec. Si Barcola il n'est pas titulaire demain, c'est pas grave. Si Dembélé et Mbappé jouent pas en même temps, enfin, il y a beaucoup de gens, après, il fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais qui vont se dire c'est pas normal. Il y en a un qui fait une saison de feu au PSG, l'autre, il est capitaine. Mais je trouve qu'en fait, et c'est des problèmes de riches, hein, comme on a dit, je trouve qu'en fait, pour moi, il se marche un peu dessus, quoi. Voilà. Moi, perso, j'ai trouvé hier soir, et ça faisait un moment que j'avais pas vu Mbappé comme ça. Je crois que la dernière fois, c'était peut-être encore une fois en finale de Coupe du Monde. Je sais pas si vous voyez quand il fait cette reprise en prolongation déviée, ou je sais plus si c'était avant la prolongation ou pendant, qui fait cette reprise avec ce ballon en cloche et la reprise déviée par Livakovic. Ça m'a rappelé le but contre l'Argentine, en fait. Et j'ai trouvé Mbappé beaucoup plus présent dans la surface hier soir. J'ai trouvé, enfin regardez, il se crée 4-5 occasions dans le match, chose qu'on n'a pas tout le temps vue en équipe de France. Alors on dit ça fait 5 matchs qu'il n'a pas marqué avec les Bleus, c'est vrai, mais je trouve ça très encourageant de voir Mbappé se créer des occasions près ou dans la surface. Et moi, Tout à c'est ce fait, que j'ai parce que envie c'est de vrai que voir c'était en un tant match que Mbappé. Hein. Tu as raison, parce que c'était un match très fermé. C'est le genre de match où il brille jamais, Mbappé. Quand le match est très très fermé comme ça, qu'il n'a pas Après, pour moi, d'espace. Oui, mais je trouve qu'il justement, il s'est créé beaucoup d'occasions et sans un gros Livakovic, il aurait marqué 2-3 buts. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il était là dans la surface, entre guillemets, à la Giroud, et que même si c'est pas le même joueur, évidemment, le même style de joueur, mais je trouvais que c'était intéressant je me suis dit là, ah, pour une fois, on a un Mbappé en neuf, et je me dis, comme on n'a pas mieux en magasin en neuf, ben, c'est lui forcément qui doit être titulaire. Maintenant, pour rebondir sur ce que je disais à Ruben tout à l'heure, c'est que moi, je testerai vraiment Ekitike parce que c'est le genre de joueur qui peut vraiment nous apporter beaucoup, à la fois en prenant l'espace, et c'est aussi un joueur qui peut être bon dans la surface. Après, le problème, c'est que tu es en demi-finale, c'est quand même un titre à aller chercher. Et je pense pas que Deschamps, et moi je le ferai pareil, hein, puisque c'est un peu risqué, mais je pense pas que Deschamps a le temps de tester voilà, quoi, sur une demi. Donc voilà. Mais après, ça peut être intéressant. Enfin, moi, entre Ekitike et Kolo-Muani, il n'y a pas photo du tout. Enfin, Ouais, mais tu sais pas comment. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que tester. Enfin, tu peux pas tester en demi-finale, quoi. Après, je suis d'accord que ce serait intéressant de voir. Mais bon, après. Et puis Ekitike, c'est pareil que Cherki. Je veux dire, il a joué qu'en espoir. Ou à Kliouche, on sait pas du tout ce qu'il va donner. On ne sait pas du tout comment il va supporter la pression. Voilà. Après, le tester pour vu les la matchs de saison qu'il qualif. fait à Francfort, enfin, moi, Ouais, mais bon, ça, moi, je suis pas d'accord, parce que Marcus Thuram fait de gros matchs à l'Inter. En équipe de France, il est transparent. Donc, enfin, Ekitike, il est seul devant, surtout depuis le départ de Marmouche. C'est lui qui porte l'attaque parce que Wai, il est aux abonnés absents. Donc, après, tout comme Kolo Muani à Francfort aussi, hein, avant. Hein.
La Oui, jurisprudence il Michael était bon Olise à nous rappelle la jurisprudence Michael Olise nous rappelle qu'un joueur a besoin de 2-3 matchs avant de prendre ses marques en équipe de France. Et donc, envoyer une ticket comme ça de but en blanc, ça ne peut pas marcher en claquant des doigts. Il y aura forcément un temps d'adaptation. C'est une bonne Non, idée. bien En sûr. termes de profit, c'est une bonne idée. Bien sûr, mais par contre, moi, perso, si vous me dites, bon, on joue contre l'Espagne, je dis pas qu'il faut faire un laboratoire, entre guillemets, mais qu'on puisse tester un ou deux joueurs, et là, ça va dans votre sens avec Akliouche et Cherki, on peut pas faire de tests, mais il faudrait les mettre quand même. Donc, moi, je suis pourquoi pas. Je préfère qu'on fasse ça à un an de la Coupe du Monde, quitte à perdre la Ligue des Nations pour peut-être être champion du monde dans un an, que inversement, rester avec Kolo Muani sur le banc et ne pas avoir de réservoir en 2026. Mais bon, après, c'est un autre débat. Ce sera, en tout cas, voilà, là pour l'instant, pour le coup, peut-être que ce ne sera pas testé contre l'Espagne, peut-être qu'il y aura des tests un peu plus poussés lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, parce que voilà, c'était ça le prochain truc où je voulais en venir. Voilà, il y a le calendrier qui est sorti. Ça commence à partir de septembre avec voilà, l'Ukraine. Donc la France va jouer contre l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Donc voilà, ça va un groupe relativement abordable quand même pour justement ces qualifications à la Coupe du Monde. Pour rappel, hein, si j'ai besoin de rappeler, il y a 12 groupes, il y a 12 qualifiés, donc les 12 premiers, et il y a 4 tickets pour les meilleurs deuxièmes. Donc voilà, répartis entre ces 12-là. Il y a notamment un groupe, par exemple, notamment le groupe E, voilà, pour parler un petit peu des groupes qui sont sortis, il y a notamment le groupe E, où il y a l'Espagne, la Turquie, la Géorgie, la Bulgarie. Donc voilà, il y aura forcément soit la Turquie, soit la Géorgie qui ne verra pas la prochaine Coupe du Monde. Et bon, c'est sans être forcément comment dire, des concurrents ou même des outsiders, mais ça reste la Géorgie a été super pendant l'Euro. La Turquie pareil avait fait des super matchs, donc bref il y aura une de ces deux équipes forcément en dehors de la prochaine Coupe du Monde et voilà, donc ce sera à noter. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qu'on peut passer à la suite? Dites-moi. On a fait le tour. Moi, je suis OK de prendre Ryan Cherki à Cliou. Je suis OK avec toutes vos idées, en fait. Moi, je suis OK avec tout. Pour moi, il n'y a rien d'évident. C'est-à-dire qu'il faut les tester en situation, etc. Et c'est vrai qu'on aura plus de place à jouer contre l'Islande, l'Azerbaïdjan pour tester ces trucs-là que maintenant, quoi. Voilà. En fait, on parlait de manque de joueurs créatifs, et je suis d'accord avec vous sur Akliouche et Cherki. Mais pour moi, on manque de numéro 9. Enfin, là, aujourd'hui, on est vraiment en pénurie de numéro 9. Et si on ne prend pas Ekitike, on verra ce que fait Matistel à Tottenham. Ce sera intéressant à suivre. Comme tu disais, Ruben Mateta, il joue à Crystal Palace. Il faudrait peut-être le voir dans un club un peu plus huppé. Mais c'est vrai que c'est un poste où aujourd'hui, on ne peut pas compter ni sur Thuram, ni sur Kolo Muani tout seul en pointe. Donc, je pense que, pourquoi pas tester. Moi, j'insiste dessus. Ekitike, ça serait pas mal. On verra. Entre voilà, comme on l'a dit, il y aura sans doute plus de place contre. Et moi, j'aimerais bien avoir, s'il continue comme ça, Tolisso. Voilà. Mais moi je suis d'accord avec toi. Tolisso, il peut jouer en 8, il peut jouer en 10. Oui. Super. Gendouzi, j'aime bien, mais si on me dit qu'au bout d'un moment, il a le niveau pour l'équipe de France, je veux bien être. Voilà, mais bon. Un minimum, le match le match aller qu'il fait, il est dramatique. La Lazio, je vois pas tous les matchs, mais bon, c'est pas non plus dingue. Je vois pas l'intérêt quand on a Camavinga en réserve qui n'est pas encore un titulaire indiscutable en équipe de France, mais bon, c'est subjectif tout ça. Après, alors moi, vous allez peut-être penser que je suis pro Marseille à fond et que je suis de mauvaise foi, mais je suis désolé de dire qu'un Valentin Rongier à son meilleur niveau pourrait apporter à cette équipe aussi. Pourquoi pas? Parce que ça reste un joueur qui a quand même un bon niveau technique et qui surtout rassure une équipe défensivement. Après, je sais que évidemment le niveau équipe de France, c'est un niveau supérieur même au football de club, même au gros niveau européen. Maintenant, je pense que ça peut être aussi, pour l'instant non, mais peut-être dans quelques mois s'il revient à son meilleur niveau. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, mais qui était l'absent de ce rendez-vous, de cette semaine. C'était N'Golo Kanté, qui n'a pas été appelé dans ce rassemblement-là, et qui est un peu le profil de tout ce que vous évoquiez, un joueur capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, et qui n'était pas encore mort non plus.
mais qui ne représente pas l'avenir, par contre. Non, ça c'est Non, sûr. non, l'avenir, c'est Akliouche, Cherki, voilà, on a déjà cité 50 fois. Écoutez, on verra, on aura du coup plus de réponses comme on l'a dit tout à Après, l'heure. voir aussi, mais alors, c'est pas le même profil rapidement, mais Enzo Mio, L'année par dernière. exemple. Non, c'est vrai. Ah Enzo oui, Mio, j'aimerais bien. oui. mais Mio, après, très c'est bien. plus un ailier, voilà, mais en tout cas, il ferait pas non plus. Mais Enfin, en fait, tous les espoirs, hein, tu vas te servir la catégorie Ouais, tu peux espoir. te piocher dans les espoirs, et il y a plein de joueurs super mais je intéressants. pense que un Mio, il gros faudrait match le voir pour dans un club plus huppé que Stuttgart, par contre. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut dans un club un peu Oui, plus. je pense que de toute façon, c'est sa dernière. Je sais que Tottenham, notamment, et des clubs de première ligue le surveillent. Donc, je pense qu'il partira. Voilà. Mhm. Ok, écoutez, ça sera... Kamavinga qui est déjà dans le groupe et qui n'a pas tant de minutes de jeu que ça, quand on voit la passe qui sort pour Mbappé dans la surface, là, en se retournant, il a quand même du ballon, ce Kamavinga, et il faudrait peut-être le voir un peu plus aussi. Parce que finalement, on cherche à changer des joueurs, mais il y a peut-être juste à changer, à donner des clés à certains joueurs qui sont déjà dans l'objectif aussi. Ou peut-être à enlever Tchouaméni. Peut-être. Faut peut-être tenter Parce que c'est jeu bien de- joli de jouer au Real, mais on voit que voilà quoi. Il y a un peu Mais je suis d'accord, inefficacité. Kamavinga est un joueur. Mais bon, c'est pareil, il s'éteint un peu en équipe de France parce que, entre guillemets, il fait le sale boulot, quoi. Et c'est pas forcément son jeu, tu vois. C'est quelqu'un qui aime le ballon, les choses comme ça, tu vois. Bah, ouais, c'est ça. Bon, allez, on est revenu vraiment sur le débat du match, alors qu'il était fini Voilà. depuis un petit moment. Mais ok, très bien. On verra encore une fois plus de réponses en juin. Et forcément, on les attend, puisque comme vous l'avez dit, demi-finale, les finales, vu que ce sera un Final Four, donc 6 finales il y a, mais Et revanche de l'Euro en plus. et revanche de l'Euro, tout à fait, En Allemagne. retrouvailles contre l'Espagne. En Allemagne. Comment? En Allemagne en plus. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Bon, il y a juste le stade qui change. C'était à Munich, je crois, la demi-finale, à l'Euro. Mais là, c'est à Stuttgart. Mais bon, Retrouvailles. le stade Enzo Mio.